Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et... Qu'est-ce que... Il manque un truc là, attends. Et du sel! Ah, bah voilà. Ça y est, on s'y attendait. Mais même quand il est pas là, il est là, là. Oui, même quand il est pas là, il est là. C'est comme le streptocoque, on peut pas s'en débarrasser, mais bon, faut faire avec. Aujourd'hui, sur cette vidéo, est-ce que vous vous rappelez la première vidéo de la chaîne où on disait qu'on ne parlerait pas que de One Page Rule? Eh bien, c'est le cas. Aujourd'hui, on ne va pas parler de One Page Rule. Tu viens de parler de One Page Rule. Oui, mais c'est la dernière fois qu'on en parle. D'accord. Donc là, on va parler d'une série de jeux, de Wargame, qui a bercé mon adolescence. Une série que l'on a appelée la série Krayavok. C'est un jeu qui simule des batailles, des combats tactiques au corps à corps dans des périodes historiques. Du 9e siècle avec le jeu viking jusqu'au 13e siècle japonais avec samouraï. D'accord, donc ça couvre une période quand même très vaste. Et tout à fait. Toujours avec le même moteur de jeu. Oui, le même moteur de jeu, des petits ajouts en fonction des boîtes qui justement apportaient des petits éléments supplémentaires qui étaient très intéressants. La série porte le nom de Krayavok, qui était le premier du genre. Il se situe au 12e siècle européen. Typiquement, petit combat de chevaliers, village, oui, on est sur la charnière entre le haut et le bas Moyen-Âge. Donc. Ouais. Exactement. Il y a aussi une petite incursion médiévale fantastique. Ah, d'accord. Qui s'appelait Dragon Noir, qui devait comporter normalement 5 épisodes. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Manque de succès commercial? Oui. Parce que là, on est quoi? On est au début des années 80, c'est ça? Alors, il est sorti, alors c'est un jeu anglais, il est sorti en 81 en sachet et ensuite en 82 en boîte. Donc, effectivement, on est au tout début des jeux figurines, finalement. Oui, on a déjà pas mal de figurines avec Donjons et Dragons par exemple, mais effectivement les gros jeux de Wargame à figurines, on l'a vu dans la série dans la série de l'histoire du Wargame, effectivement, c'est pas encore si démocratisé que ça. On est encore sur de la carte avec des petits pions pour représenter les unités. Alors, petit rappel historique quand même. Ce jeu a été créé par Gary Schalk et Tony Webster. Gary Schalk, la légende, pour ceux qui connaissent. Toi, je crois que tu ne connais pas. Alors, je connaissais la série de bouquins dont tu vas nous parler à l'instant, mais effectivement, je ne savais pas que c'était lui, et maintenant que je le sais, vas-y. Gary Schalk, c'est un illustrateur très connu, puisqu'il a bossé pour Games Workshop. Il a aussi illustré énormément de livres dont on est le héros, dont la série Loup Solitaire, ma série préférée, et le jeu Talisman aussi, qui est un grand classique. Mais non, Loup Solitaire c'est trop bien, parce que c'était la seule série où tu pouvais conserver ton perso d'une aventure à l'autre, et quand t'es gamin c'est génial, quoi. Et oui, il y avait une vraie progression. J'en ai joué pas mal en colonie de vacances et tout, parce que c'était trop bien, quoi. Tu te créais ton perso en début de séjour, et puis paf, tu faisais ta première aventure, et ensuite t'enquillais sur la deuxième. Moi je me suis retrouvé en séjour de neige. Entorse du genou le premier jour, j'ai passé le reste de la semaine à me faire que des livres dont on est le héros. J'en bouffais un par jour. Ouais, mais bon, quand on n'avait pas internet et pas de téléphone portable, fallait bien occuper les journées. Hein. À cette époque-là, c'était ce qu'on avait de mieux. Oui. Et les Game & Watch aussi, mais bon, plus limité quand même au niveau de la créativité. Donc, le principe s'appuie sur un autre classique des Wargames qui s'appelle le Squad Leader. C'est-à-dire, ce sont des grandes cartes de 40 par 60, géomorphiques, qui peuvent se combiner pour créer plusieurs types de terrains. Là, les couleurs sont bien vives. Petit bémol, c'est que le sol est jaune, quelle que soit la représentation. Oui, mais c'est contrastant par rapport aux pions, j'imagine, mais ça, on verra quand on jettera un coup d'œil au matériel tout à l'heure. Mais par contre, tout était dessiné à la main. J'ai envie de dire, d'un autre côté, créé par informatique en 81, ça aurait vite été moche. C'est clair. Alors, ce qui est amusant quand même, c'est que des fois, quand tu voulais raccorder des cartes, vu que même les hexagones étaient dessinés à la main, bah, ça coïncidait pas toujours super bien. D'accord, il y avait une espèce de faille qui s'était ouverte pendant la nuit. Voilà. Mais bon, on avait donc on a commencé la série avec Krayavok, où on avait du combat piéton-cavalier, avec quelques armes de trait, hein, arbalète, arc. Ensuite, ils sont passés sur la deuxième boîte, c'était siège. Quand tu fais du médiéval, il y a un moment, t'es obligé, quoi. Voilà. Donc, avec une carte château, une carte camp, d'assiégeant.
et tout ce qu'il fallait comme règle pour détruire un mur avec les balistes, avec des trébuchets. Trébuchets. Ou des couillards. Non, c'est pas un gros mot. Vous vérifierez vous-même. Voilà, mais ils avaient même aussi la tour d'assaut, le bélier, enfin la totale. Plus tard, ils nous ont sorti Viking, où là on avait le combat naval en plus. Combat naval, mais médiéval. Là on n'est pas encore dans la piraterie, on n'a pas les canons. Donc on s'aborde et ensuite... Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. Bon, on se balance quelques flèches dans la gueule, histoire de... Voilà. Et puis après... Mais après, on saute sur le bateau de l'autre et on se tape dessus. Bord contre bord, et d'accord. On a eu aussi Croisade, qui a intégré une dimension plus stratégique. Ah d'accord, donc il faut que tu gères tes approvisionnements, que tu gères tes ressources, etc. D'accord. Exactement. Donc on n'est pas que sur la bataille, que mais sur la aussi tactique, mais sur du stratégique. D'accord, sur ce qui est autour, avant et après la bataille. D'accord. Voilà. Ensuite, on a eu Samouraï, pour avoir une petite incursion dans le Japon médiéval. Parce que c'est toujours une époque sympa. Voilà. Et ils ont sorti donc 2 extensions. L'une, c'est le crack des Templiers. D'accord, pour le module croisade, ouais. Voilà, pour le module croisade, et qui s'inspire véritablement du crack des Templiers, qui est un château assez célèbre. En Syrie, je crois. Oui, en Syrie. Ouais, en Syrie, ouais. Alors, rien que le château, c'est 2 cartes. Oui, tu me diras, hein, vous allez le voir, parce que la magie du montage fait que là, vous allez avoir une image du truc, c'est stock. C'est ça que les mecs, ils voulaient pas que ça soit pris. Voilà. Et ensuite, ils ont sorti la cité médiévale fortifiée. Et là, c'est 4 cartes. Il y a une petite partie cité, donc quelques maisons, grand mur d'enceinte, et ensuite un deuxième anneau. Dans le château, dans le château. Voilà. Ben, on va peut-être pouvoir ouvrir une boîte. Ah ben, alors déjà, on peut remarquer qu'effectivement, en termes d'illustration, ça claque un peu quand même. Alors, ensuite, au niveau matériel de jeu, on a généralement, effectivement, des petits livrets. Donc là, on a le livret avec le contexte historique et les personnages. Ah, c'est bien, en plus, on fait un petit peu d'histoire. Tout à fait. Et alors là, je découvre, hein, j'ai jamais vu encore. Avec les connaissances des années 80, quand même. Donc sur les Vikings, on est un petit peu dépassé on est un peu à l'heure actuelle. On est un peu sur le cliché. Voilà. Mais sinon, c'est bah, là, pas mal je fait. lis en diagonale un petit peu ce qu'on dit sur les samouraïs, l'organisation sociale du Japon médiéval. Il n'y a rien qui me fait saigner les yeux. Hein. Voilà, et puis ensuite, bah voilà. Ah si, les ninjas, c'est un peu un cliché, mais enfin, en même temps, on n'a pas le choix. Et le moine bouddhiste capable de dévier les flèches. Ça, c'est fun. Oui, mais c'est parce que c'est la méditation. Tout à fait. Et ensuite, un livret de scénarios. Chaque boîte était livrée avec 6 scénarios jouables. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu peux utiliser des scénarios d'une autre boîte? Par exemple, est-ce que tu peux utiliser des scénarios de la boîte Samouraï pour les jouer avec les Vikings, avec quelques petits aménagements? C'est possible ou pas? Le scénario décrit la carte, ou les cartes à utiliser, les pions. Et quand on dit les pions, c'est nominatif. Et ensuite, les conditions de victoire, les conditions de départ, etc., etc. Alors, je trouve ça merveilleux. C'est absolument merveilleux parce que, en fait, bon, il faut se mettre dans le contexte des années 80. Hein. Oui. En fait, le jeu te donne ce que tu t'attends. Moi, j'achète une boîte qui s'appelle Samouraï. Il y a une illustration trop badass avec des samouraïs dessus. On est dans les années 80, je suis amateur de Japon, j'ai été biberonné au Kurosawa, donc je m'attends à avoir quelque chose. Résultat, scénario numéro 2, Kagemusha. Hein, voilà. Scénario numéro 3, les 7 samouraïs. Hein, exactement. Voilà. Donc, mais tu as ce que tu veux, et c'est fantastique. Oui. Voilà. Ensuite, il y a un petit scénario un peu cliché, mais toujours fun sur des ninjas. Voilà, donc ça va être de l'infiltration, j'imagine. Il s'agit d'assassiner effectivement un samouraï. Alors, c'est un pion qui est particulier parce qu'il commence en slip. Et dès qu'il se réveille, il commence à s'habiller. Et en fonction de comment il est habillé, ses caractéristiques changent. Donc si les samouraïs arrivent assez vite, il n'est pas très costaud. Par contre, s'ils sont suffisamment ralentis, là par contre, ils tombent sur un vrai samouraï bien équipé. Quand un samouraï en armure complète, c'est sûr que bon, c'est des petits kunai à la con, ça va faire... Pardon? Voilà. Ouais, mais c'est ça que je trouve génial, tu vois, c'est que, tu vois, maintenant, on a tendance à critiquer en genre, c'est du fan service et tout. Ouais, mais le fan service à dose intelligente, c'est bien. Parce que quand tu achètes cette boîte-là, tu t'attends à des trucs.
Et tu ouvres le truc et tu te dis, c'est génial, je peux refaire les 7 samouraïs. Je suis content, c'est ce que je veux, c'est la joie, c'est le bonheur. Tout à fait. T'appelles un pote, je vais faire comme ça, hein, parce qu'on n'avait pas de téléphone portable. Ouais, trop bien et tout. Tu te mets le film, épouse là, et bam, t'enquilles sur le scénario, mais c'est génial. Voilà, le fan service bien fait, mangez-en. Alors, pour reprendre la même idée, dans la boîte Viking, tu as un scénario de raid. Tu descends dans un village, tu dois rafler le plus de pognon possible. Et dans Croisade, tu as... Attention, politiquement, ça commence à devenir glissant. Ouais, mais dans Croisade, tu as 2 cartes. L'une, c'est l'Olivré, l'autre, c'est l'Oasis. Donc là, vous avez une map. Voilà, donc la carte du temple. Alors effectivement, c'est très jaune, mais j'imagine que c'est nécessaire pour la lisibilité. On notera quand même qu'ils ont fait les tatamis dans le temple, et c'est quand même un peu classe. Sont représentées les portes, mais également les fenêtres, qui vont impacter les combats. Il y a les buissons, où il y a les arbres, qui aussi peuvent impacter le mouvement. L'eau, le talus, ça ce sont des maisons. Le pont qui se passe normalement, mais... Est-ce que les cartes c'est du prêt à jouer, c'est-à-dire que tu as ton scénario, tu as ta carte qui correspond et tu poses, ou est-ce que les cartes, tu as des éléments de terrain que tu peux moduler en plus? Alors, de base, non. De base, non. De base, non. Mais quand ils sont sortis Dragon Noir, vu qu'il y avait de la sorcellerie, ils ont rajouté effectivement des petits éléments, puisque le sorcier pouvait faire des murs de terre, pouvait faire apparaître une passerelle, ou ce genre de choses, et donc on pouvait rajouter des petites choses. Voilà. Chaque boîte comporte donc 2 cartes. On a vu celle du temple. Là, on a celle du village, avec les rizières. Et on peut accoupler les deux. Tout à fait. Si on veut faire un méga scénario. Exactement. Typiquement, celui des 7 samouraïs se fait avec une seule carte, celle-là. Ah bah oui, forcément. Hein, voilà. Et est-ce que la pluie est gérée dans le scénario des 7 samouraïs? Ah, c'est tellement dommage. Non, effectivement, la météo n'était pas prévue, quoique, vu le système, ça aurait pas été très compliqué pour des habitués de pouvoir l'intégrer. Ah, c'est iconique surtout. Enfin, on va vous mettre un extrait. On va se faire péter la monétisation. Et il n'y en a pas, alors on s'en fout. Voilà, parce que c'est la scène de combat sous la pluie, c'est génial. Alors ensuite, ah tiens, on va reparler de One Page Rule. On a dit qu'on ne le faisait pas. Ben oui, mais je suis désolé. Il l'avait invité avant. Les règles tiennent sur une page. Voilà. Donc on a même pas recto verso ce coup-là. Hein. L'organisation du tour de jeu, les modifications sur les distances de tir, les tirs contre les personnages à cheval, les tirs contre les personnages à pied, etc., etc. Vous avez tout. Le combat. Ah, ça ressemble à des tableaux de Games Workshop de l'ancien temps, c'est très drôle. Apparemment en moins débile quand même. Alors, le principe est assez simple, c'est qu'en fait, chaque personnage est représenté par 2 pions, pour un personnage à pied. On a un pion où le personnage est indemne, au verso, il est assommé. Très classique pour les connaisseurs de Wargame standard, hein, effectivement, on retourne la tuile ou le pion pour figurer le fait qu'il est démoralisé ou peu importe l'effet. Le deuxième pion, c'était blessé, recto, verso, mort. Et pour les cavaliers, on rajoutait simplement la version à cheval. Ah, tu regardes la table des rapports de force. Alors, ce qui me rappelle aussi beaucoup le Wargame classique. Hein. Ça, c'est un aide de jeu qui est très très pratique. Parce qu'en fait, vous devez d'abord déterminer le rapport de force entre l'attaquant et le défenseur. Donc vous prenez le score d'attaque qui est noté sur le pion. Oui, alors on va vous montrer des pions en miniature, mais pareil pour les amateurs de Wargame classique, c'est tas d'illustrations et les caractéristiques dans les coins. Voilà. Du basique. Rapport de force qui est noté ici. On lance un D10 pour avoir le résultat, et il n'y a qu'à lire. Un D10, hein, donc c'est pas du D6. Non, c'est un D10. D'accord. Il y a un seul type de dé ou il y a plusieurs types de dés? Il n'y a qu'un seul dé. Du D10. Et un seul D10. Alors c'est tout se règle comme ça. Après, on lit le tableau, tout est écrit sur la feuille. Les terrains peuvent influer sur le combat. Position haute, si tu es dans une maison que tu défends la fenêtre, tu as forcément des avantages. Et le système est très simple. Soit tu es dans une position avantageuse, donc positif. Neutre. Ou désavantageuse, donc négatif. D'accord, il n'y a pas d'effet genre super avantageux. Non. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va décaler le rapport de force d'une ou deux colonnes, à droite ou à gauche, en fonction du rapport.
encore une fois, c'est du très classique, mais en même temps, à l'époque, ça n'était pas tant que ça, hein, voilà, et c'est surtout, c'est très efficace, quoi. Voilà. Les effets des terrains sont aussi représentés, à la fois sur le mouvement, mais également sur les combats. Tout est clair, effectivement, que vous avez le type du terrain, et ensuite vous avez différentes caractéristiques qui sont afférentes au terrain. Il y en a que 4, dont certaines sont pas applicables à certaines unités, enfin certains types de terrain, pardon, donc c'est très facilement lisible. Bon, ça c'est quoi? C'est un jeu qu'on apprend à jouer en une après-midi. Très accessible. Très ludique. Je préciserai qu'à l'heure actuelle, il existe toujours une communauté de fans de Crayavoc. Alors, est-ce que c'est une vraie communauté de fans, ou est-ce que c'est comme nous, 3 pépés qui se battent en duel au fin fond de la Cambrousse? Alors si je te dis qu'ils ont fait un site internet, qu'ils ont créé de nouvelles boîtes de jeux. Ah d'accord, ok, ce genre de communauté-là. Ils se sont même amusés à reproduire un cloître, ou à refaire le château de Montségur. Téléchargeable? Tout est téléchargeable et à imprimer. Bon, on va mettre le lien en description du coup. Sachant qu'ils éditent même sous forme de boîte, si on n'a pas envie de tout imprimer et de tout découper. Et ils ont même créé une boîte spéciale pour initier les tout petits qui s'appelle Sherwood et qui nous permet de jouer à Robin des Bois. Oh, c'est mignon. Le Robin des Bois, le bien ou celui de Ridley Scott? Pardon, c'est pas moi. Là, ça me fait penser, tu vois, ces communautés de fans actifs qui continuent à faire vivre le jeu et pas juste à dire, oh, c'était quand même bien, du coup, hein, si on continue à jouer. Là, ça me fait penser un peu, bon, pour les rares qui connaissent, c'est la communauté qui tourne autour de Steel Panther, le jeu sur PC de stratégie, de tactique, pardon. Seconde Guerre mondiale, etc. Où pareil, il y a des mecs qui créent des nouveaux scénarios, qui créent des nouveaux moteurs de jeu. Bon, et comme quand même, hein, l'histoire c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc il nous a parlé d'un module, tiens, la boîte, d'un module médiéval fantastique. Ah. Et là, tout de suite, tu touches la fibre du mec qui regarde des images érotiques de Hobbit sur Internet. C'est pas moi. Chacun son kink, hein, ça va. Hein. Malheureusement, donc dans la série Dragon Noir, je n'ai réussi à obtenir que le numéro 2. Comment la boîte est trop belle. Mais là aussi, une grande illustratrice, Florence Magnin. Ah, c'est français en plus. Oui. Là. Je trouve que c'est un peu beau et ça sort du cliché classique de l'heroic fantasy habituel, donc c'est un peu la classe quand même. Bon, je rentrerai pas dans la grotte, hein, moi perso, mais après chacun son truc. Alors là, vous verrez que quand même les fiches de jeu sont un petit peu plus compliquées parce que... Et puis c'est un peu plus visuel aussi. Tout à fait. Mais en plus, il y a des scénarios solo. Nous avons des fiches de magicien. Ah d'accord, il n'y a que lui qui a droit à une fiche. Et de l'utilisation de certains pions particuliers pour les grosses bébêtes. Oh, c'est trop mignon la petite. Je vais vous la mettre parce que c'est la petite migale, elle est trop mignonne. Oui. Alors là, la différence d'avoir des cartes. D'accord, on sent que c'est des cartes simples. Ouais, c'est moins des grosses batailles, on le sent déjà. C'est environnement confiné. On est plus sur de l'aventure, mais toujours. Ah, c'est trop bien. La connexion possible. Ah ouais, tu peux créer tout un tas de donjons différents. Alors tu peux te faire des dungeon crawlers d'abrutis, c'est trop génial. Voilà. Donc, on en a pléthore. Ah oui, il y a un peu de quoi faire, oui. Alors là où on était effectivement sur des pions qui prennent la place d'un hexagone, voire 2 hexagones pour les cavaliers, on a quand même des grosses bébêtes. Oui, je vois ça. Oui. La bébête dessus, je ne passe pas le pont. Voilà, ça se passe sans l'avoir flingué en tout cas. Et donc là, tu as effectivement des pions particuliers, parce que les magiciens pouvaient creuser des tunnels. Ah, c'est trop bien, ça change de juste, je lance des boules de feu, au moins tu peux modifier l'environnement, et ça c'est génial, c'est un super outil pour les autres joueurs. On avait aussi des passerelles. D'accord. Donc là tu peux traverser le pont, il suffit de créer un autre pont. Voilà. Donc, il y avait toute cette dimension-là. Et puis alors, donc, on a des pions là aussi. Ouais, il y a quand même pas mal de pions. Il y a les héros, il y a des orques, voilà. Tu peux quand même faire des bastons avec pas mal de monde, hein, parce que t'as quand même du peuple. Hein. T'as quoi? T'as une 50aine de pions là, au moins. Oh, même un petit peu plus. D'accord. Parce que pour certains, tu vois, pour les elfes et pour les nains, j'ai entassé pour que je vois, ça rentre dans la boîte. T'as plusieurs pions, ouais, t'as une dizaine de pions de type d'araignée et tout, mais ça, effectivement, ouais. D'accord.
Oh, c'est trop mignon. Oh, Voilà. c'est trop mignon. Les arachnophobes, je vous merde, c'est trop mignon. Ah, t'as même des barques. Oui. Ah, regardez, c'est trop cool. Tu sais quoi? Ah, c'est celui-là qu'on va jouer. Ouais. Parce qu'évidemment, on va vous faire un rapport de jeu, hein. On est obligé, mais celui-là, on va le jouer, ça a l'air trop bien. Je suis tellement un gros fan de Dungeon Crawler, j'ai tellement poncé Land of Lords, Eye of the Beholder et autres qu'il y a un moment, t'étais obligé, quoi. Alors le principe des scénarios, c'est qu'en règle générale, donc il y a une troupe de héros qui sont exilés et qui doivent donc retrouver leur pays perdu. Et c'est donc durant leur pérégrination qu'ils tombent sur tout un tas de cochonneries. Au niveau complexité, on se situe où par rapport à un HeroQuest? Ah, on est un peu plus élevé. D'accord. On est un petit peu plus élevé parce que donc un joueur joue les héros, l'autre joueur va jouer tout ce qui va être en face. Donc là, dans celui-là de la boîte, c'est principalement des araignées. On va se retrouver quand même avoir des fois être en infériorité numérique en tant que héros. D'accord, donc il faut quand même jouer un peu tactique, on peut pas se Exactement. contenter de foncer dans le tas et de faire du loot et du XP. Non. Ça reste quand même basé sur un jeu de tactique, de combat corps à corps. Ok. Donc ça c'est bien, c'est pas juste du porte-monstre trésor. Non, pas du tout. On tabasse des gobelins par paquet de 10 et roule ma poule. C'est juste du wargame, mais un petit peu plus scénarisé, on va dire, puisque les scénarios se suivent et doivent raconter une histoire, simplement. Alors moi il y a un truc qui m'inquiète, alors pas pour celui-là, hein, pour la boîte Dragon Noir, là, c'est pas une inquiétude que j'ai quand je vois le matériel de jeu, mais il y a une des raisons à mon avis qui font que le jeu boîte papier a été remplacé par de l'informatique, c'est la rejouabilité. Il y a un moment tu peux pas rivaliser avec un jeu qui va te proposer des centaines de scénarios différents avec une boîte qui, pour un coût à peu près équivalent, va te proposer une demi-douzaine. En termes de rejouabilité, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut modder un petit peu son jeu? Très clairement, il faut s'y connaître en wargame, parce que, oui, de base, on a 6 scénarios qui représentent généralement les situations les plus courantes dues aux époques. Hein, donc pour le siège, on a la sortie pour attaquer le camp, pour ravitailler la truc, faire une brèche dans un mur, etc., etc. D'après ce que j'ai vu, il y a une progression, c'est un peu une campagne. Un petit peu, mais les scénarios peuvent être pris de manière indépendante. Oui, mais quand j'ai vu la boîte Samouraï, apparemment c'est fait pour mener au gros affrontement final. Tout à fait. Où tu mets tout sur la table et t'envoies du steak. Croisade avait mis en place un système pour donner une valeur de points à chaque pion. Parce que, en fait, il fallait prendre en compte l'attaque, la défense, le type d'armure, le type d'armement, et chaque pion étant à peu près unique. Ouais, difficile de gérer, de déterminer un coup en points. Eh ben, j'avais fait un fichier où j'avais mis tous les pions que j'avais à ma disposition, où j'avais calculé la valeur en points de chaque pion. Mais ça permettait effectivement, après, de pouvoir faire comme on le fait maintenant avec les jeux de figurines traditionnels. D'avoir un pool d'unités, de te construire ton armée à partir de ça, et donc de varier les plaisirs en n'ayant pas toujours les mêmes armées prédéterminées. Exactement. Et du coup, le jeu, hormis la communauté la communauté de fans, hein, donc qui continue à le faire vivre, il a commencé à dire au revoir à l'existence. Dans les années 90. Il a quand même pratiquement une décennie de... Oui. D'accord, ce qui est pas mal pour un système de jeu. Hein. Le système de jeu, effectivement, a duré pendant les années 80. Ils avaient donc sorti toutes les boîtes que je vous avais signifiées. Plus, voilà, donc les deux de Dragon Noir. C'est grosso modo la période où le jeu de tactique ou de papier a commencé à tomber en désuétude face au gros cylindré du jeu avec figurines et évidemment au jeu informatique qui donne un résultat équivalent mais avec une infinité de rejouabilité qui est pas rivalisable par une boîte papier, quoi. Exactement. Voilà, donc c'est bien témoin de son époque, hein. Mais le matériel était beau. Au bout d'un moment, il y avait le côté collectionnite qui rentrait en ligne de compte. Oui, non, parce que tu montes la boîte Viking, c'est pareil, ça donne envie, quoi, ça a de la gueule. La boîte Viking, vous avez quand même, vous avez les bateaux en plus. Trop bien. Vous avez les bateaux de différentes tailles. Drakkar, ça n'existe pas, c'est une invention française. C'est un nom générique, plus exactement, voilà. Mais vous avez ensuite les cartes de bord de mer. Ah mais c'est trop bien en plus. En fait, les bateaux s'emboîtent, donc on peut les mettre bord à bord. Quand évidemment. C'est trop. Oui, non, mais c'est évidemment. Tu sais qu'il y a les règles d'abordage, donc avec les grappins. Une petite chose très amusante.
La carte mère. Il est où le ventilateur pour la refroidir? C'est un refroidissement à eau. Ah d'accord, ah, il y a beaucoup de mers. Il y a beaucoup de mers, oui. D'accord, on sent que la photocopieuse n'existait pas à l'époque, hein, parce que sinon t'en fournissais une et tu faisais l'océan Pacifique. Hein. Ah, mais du coup, tu peux faire une île. Tu peux faire une île, exactement. Mais c'est trop bien. Tu mets la carte de la tour de guet avec la carte de l'abbaye. Alors, il en manquera la moitié à l'image, on fait ce qu'on peut. Hein. Plus les 2 petites cartes promontoires. Et tu entoures tout le merdier avec des cartes bleues d'océan et t'as un truc trop génial où tu peux arriver avec tes bateaux, pendant ce temps-là ça donne l'alerte dans la baie. Voilà, là c'est du matériel qui donne envie de s'y mettre. Pour le fun, donc nous avions donc les pions grappins, mais pour les pions butins. Ah, il y a des chèvres. J'ai rien Alors, dit. Je ne dirai rien. Certes, Je ne nous dirai avions rien. les pions trésors, Oui. mais effectivement, vous avez aussi les chèvres et les cochons. Alors, je ne vois pas de petits humains. Ces vikings étaient politiquement corrects et ne prenaient pas d'esclaves. Mais nous avons des paysans, nous avons des jeunes damoiselles que l'on pouvait prendre en otage. Coupé. À l'époque, ça se faisait, je suis désolé, c'est l'histoire. Voilà. Mais sinon, après, ben, nous avons donc les défenseurs saxons et les agresseurs vikings. Donc voilà. C'est rare les jeux, même à l'époque, qui te donnent des modules avec des principes de jeu très différents. Parce que là, tu peux faire un débarquement de pillage, un raid, tu peux faire purement un combat naval entre 2 clans rivaux, etc. C'était même amusé à sortir une petite extension sur la cité médiévale fortifiée. Tu pouvais rajouter des modules pour en faire un port fortifié. Alors la question c'est, est-ce que si par hasard, hein, des gens qui nous regardent sont intéressés par le truc, est-ce que ça se trouve facilement? C'est de plus en plus difficile parce que les collectionneurs gardent. Moi par exemple, je vends pas. N'insistez pas en commentaire, mettez des commentaires quand même, c'est bon pour le référencement, mais non. Non. Par contre, les fans dont je t'ai parlé, sur leur site, il y a un Argus. D'accord. Des boîtes. Donc on peut voir. Par contre, vous verrez qu'il y en a certaines qui sont totalement introuvables. Mais si t'es pas dans une démarche de collectionnite, de te dire ce système de jeu me paraît marrant, c'est rapide à jouer, ça a l'air sympa, c'est intelligemment conçu, j'ai envie de jouer. Si tu vas sur le site qui est en description, tu peux télécharger, imprimer ton matériel de jeu. Oui, Bon, voilà. intégralement. Impeccable. Que ce soit les cartes, les pions, les fiches de jeu. Oh. Et sachant que ces fans-là ont aussi inventé des... C'est la moitié c'est la moitié du château. Des scénarios supplémentaires. D'accord. Bon, bah effectivement, en plus, t'as mieux que le jeu de base. Alors voilà le château des Templiers. Voilà. Ça fait beaucoup d'hexagones, c'est quelques heures de jeu, je pense. Hein. Tout à fait. Voilà. Et ça doit être un peu fun de capturer un merdier pareil. Dans Croisade, ils avaient introduit les fameuses Achichines. Ils ont existé. Ah bah bien sûr, ils ont existé, ils ont même buté un roi. Tout à fait. Et écoute, tout ça m'a l'air très chouette. J'ai hâte qu'on fasse la petite partie découverte. Alors non, ce n'est pas du jeu avec figurines, mais il n'y a pas que le jeu avec figurines dans la vie. Et pour une fois qu'on n'a pas parlé de jeu avec figurines et que vous n'avez pas vu une seule figurine Citadel à l'image, c'est quand même génial. Merci, mon cher Poussera-Pierre. Avec plaisir. Et puis en attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que la poutre est éternelle.